peut-être un étudiant peut juste me confirmer par mail ou éventuellement sur la conversation qu'il m'entend, ou éventuellement même sur le Moodle, sur un des forums. Bon, c'est un peu particulier parce qu'évidemment, vous ne savez pas répondre. Ok, donc je vais commencer donc le cours. Je suis désolée pour les étudiants qui étaient sur la réunion précédente et qui donc rebasculent sur cette réunion-ci. Mais donc, bienvenue dans le cours de droit constitutionnel, droit et liberté. Et donc, voilà, c'est un cours évidemment qui va être un petit peu particulier vu les mesures qui sont prises. Il faut tous qu'on s'habitue un petit peu aux nouvelles technologies. Alors, ce cours, on ne va pas faire un cours magistral classique. On va faire plutôt des périodes de 15-20 minutes et puis à chaque fois une petite pause pour avoir le temps de souffler et avoir le temps de répondre à certaines questions. Alors, donc bienvenue dans ce cours. D'abord, un petit point d'actualité pile poil, si je puis dire, qui est tout à fait en lien avec la question du jour, donc c'est-à-dire de l'égalité. Merci, quelqu'un me répond parfait et me dit qu'il m'entend tout à fait correctement. On va donc supposer que c'est la même chose pour tous les autres participants. Donc, petit point d'actualité, je commence. Parfait. Merci beaucoup, quelle réactivité. Merci, je me sens un peu moins seule. Voilà, donc, je voulais donc... C'est gentil, merci pour tout vos retours. Donc, premier petit point d'actualité, donc, c'est la question des pouvoirs spéciaux. Vous avez entendu, parfait, donc vous m'entendez, c'est parfait. Vous avez entendu aujourd'hui qu'un gouvernement fédéral de plein exercice allait être mis sur pied avec un vote de confiance jeudi à la Chambre et que ce gouvernement de plein exercice va recevoir des pouvoirs spéciaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Évidemment, j'imagine vous vous posez la question, mais qu'est-ce que ça veut dire pouvoirs spéciaux? Et peut-être que certains d'entre vous qui ont lu le syllabus sur le principe de l'égalité se disent un petit peu, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire des pouvoirs spéciaux? Aux pouvoirs spéciaux. Alors, donc, eh bien, comment se déroule cette question des pouvoirs spéciaux? Eh bien voilà, c'est comme suit. Jeudi, ou peut-être même avant d'ailleurs, le Parlement fédéral va voter une loi qu'on appelle une loi d'habilitation de pouvoirs spéciaux. Et par cette loi, eh bien, il va confier au roi, c'est-à-dire au gouvernement fédéral, donc il adopte une loi d'habilitation de pouvoirs spéciaux, par laquelle il confie des pouvoirs spéciaux au gouvernement fédéral. Et le gouvernement fédéral va pouvoir, sur base de cette loi, adopter des arrêtés de pouvoirs spéciaux pour faire face à la crise sanitaire. Et ces arrêtés de pouvoirs spéciaux, ils vont donc pouvoir se passer du principe de l'égalité, c'est-à-dire ils vont pouvoir se passer du principe de la légalité au sens formel, puisqu'ils vont pouvoir être adoptés sans passage par la case Parlement. Donc ça veut dire qu'une série de mesures qui, normalement, doivent être adoptées par un Parlement vont ici être adoptées par un gouvernement. Le gouvernement, donc, il va recevoir des pouvoirs de nature législative. Alors, ces pouvoirs qu'on dit donc habilitation de pouvoirs spéciaux, ils sont limités dans le temps. On parle ici d'une durée de 3 mois, éventuellement renouvelable une fois. Donc, ils sont limités dans le temps, 3 mois renouvelables une fois. Et par ailleurs aussi, ces habilitations de pouvoirs spéciaux, elles doivent être à un moment donné examinées par le Parlement et éventuellement confirmées par ce Parlement. Alors cette confirmation, elle intervient au terme d'un certain délai, elle intervient donc via un vote au Parlement qui confirme les arrêtés de pouvoirs spéciaux ou qui, au contraire, ne les confirme pas. Et dans le cas où ils ne sont pas confirmés, eh bien tout simplement, ces arrêtés de pouvoirs spéciaux ne sortent plus d'effet. Donc voilà, donc ici, une période un peu particulière au regard du principe de l'égalité et on va voir aussi un peu comment tout ça s'organise par rapport à ce principe de l'égalité. Alors, ce petit point étant clôturé, on me demande d'ouvrir, à juste titre, d'ouvrir un chat par rapport ici, mais donc, comment ça se passe, les chats? J'ai l'impression qu'il est déjà ouvert. Ah non. Ou alors, ça c'est...
un chat que on... Non, c'est pas ça. Conversation, contact, filtre. Non. J'imagine que on sait faire sur la conversation de groupe. Non, conversation de groupe, on sait peut-être mettre le chat, je sais pas, planificateur, stream, édu, OneNote, équipe, activité. Non. Ah, live chat, j'imagine que c'est ça. Ajouter. Je sais pas si c'est ça. Ah oui, voilà, je pense que c'est ça. Donc je pense que là maintenant vous pouvez chatter, je pense. Voilà. Donc par rapport donc à ce, enfin j'imagine, ou alors c'est ici, non, note. Désolée, hein, c'est les premières partagées, non. Note de la réunion. Ah, ça ne marche pas. Je pense qu'ici, maintenant, vous pouvez communiquer par la conversation de la réunion. Je pense. Donc ici, maintenant, vous pouvez communiquer. OK. Donc, voilà. Donc, c'est petit souci technique. Alors, par rapport au principe de l'égalité, donc le chapitre que vous deviez lire, en principe, maintenant, il y a moyen de communiquer, je pense. Mais s'il n'y a pas moyen, à la prochaine pause, on fera un... Je demanderai aux informaticiens. Donc, alors, par rapport donc justement à ce principe de l'égalité qui va connaître des heures un petit peu particulières dans les jours à venir, eh bien, donc le chapitre du principe de l'égalité dans le syllabus, il a pour objectif d'analyser quelle est la portée de ce principe dans la matière des droits et libertés. Pour bien comprendre le principe de l'égalité dans le cadre du cours de droit constitutionnel, évidemment, ce principe sera revu un petit peu aussi par Marc, mais dans le cadre des droits et libertés, il faut se fonder sur le chapitre ainsi que sur les éléments qu'il fallait lire pour aujourd'hui. Alors, comment fonctionne le principe de l'égalité? L'idée, c'est que je ne vais pas vous donner un cours magistral ex cathedra un peu pénible. Je vais pointer avec vous les éléments importants du chapitre et qui ont posé des difficultés et donc en essayant de répondre aux questions qui ont été posées par un certain nombre d'étudiants. Je vais faire ça jusqu'à 17h et puis après ensuite on passera à des exercices. Alors, premier élément qui a posé un petit peu problème dans la première section du chapitre sur la légalité, c'est le lien entre la légalité, l'état de droit et les dimensions formelles et substantielles de l'état de droit, donc page 115 et suivant. Alors, le principe de l'égalité, c'est un des éléments fondamentaux du principe de l'état de droit. D'accord? Donc, c'est un des éléments au cœur du principe de l'état de droit. Alors, quel est l'objectif de l'état de droit? L'objectif de l'état de droit, c'est de lutter contre l'arbitraire du pouvoir. Et le principe de l'égalité permet de lutter contre l'arbitraire du pouvoir en fixant le cadre dans lequel le pouvoir va pouvoir donc justement agir et dans le cadre duquel il va pouvoir poser des décisions. Donc l'objectif du principe de l'égalité, c'est d'encadrer l'exercice du pouvoir, notamment dans la matière des droits et libertés, mais pas que. Alors, dans la première section du chapitre, on vous parle de substantialisation du principe de l'égalité et du principe de l'état de droit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on a été vite assez conscient du fait que le principe de l'égalité seul, donc l'idée selon laquelle il faut nécessairement une loi pour protéger les droits fondamentaux, ne suffit pas pour garantir un état de droit démocratique. Il faut en plus que le contenu des droits soit respecté
et il faut aussi que cette loi ait certaines qualités. Alors, je vais tout de suite vous expliquer, donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que si on prend le principe de l'état de droit au sens formel et strict et qu'on se limite à un principe de légalité très légaliste, il faut juste qu'il y ait une loi, qu'il faut une loi qui fonde l'action du pouvoir, et bien alors un principe comme un gouvernement comme par exemple le gouvernement Orban ne pose pas de problème puisque c'est un gouvernement qui repose sur des lois, c'est-à-dire qui respecte formellement des lois et qui prend des décisions dans le cadre de ces lois. Donc on voit bien que si on se limite à un principe de légalité pure, ben alors des gouvernements autoritaires, mais légalistes, passeront le cap d'un contrôle de droits et libertés. C'est la raison pour laquelle on a enrichi l'exigence de légalité et qu'on ne s'est plus contenté d'avoir simplement un titre pour le pouvoir, mais qu'on a substantialisé, qu'on a enrichi l'exigence de légalité en mettant de plus en plus d'exigences dans ce principe. Donc ça, c'est par rapport à la question de la substantialisation du principe de légalité, du principe de l'état de droit. Ensuite, le chapitre sur la légalité aborde dans un premier temps la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et dans un deuxième temps la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Je vais me consacrer d'abord dans un premier temps, puis on fera une petite pause, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. En ce qui concerne le principe de l'égalité dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il est important de voir qu'il intervient dans deux cas. Donc, il y a vraiment deux portes d'entrée vers le principe de l'égalité. D'abord, il y a la porte d'entrée via les articles 5 à 7 de la Convention, d'une part. D'autre part, l'autre porte d'entrée, c'est via toutes les autres dispositions en matière de droits et libertés qui exigent que les restrictions aux droits et libertés soient prévues par la loi. Donc, je répète ici, deux grandes incidences du principe de l'égalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 6 et 7 d'une part, et d'autre part, 8 à 11, c'est-à-dire les restrictions aux droits et libertés qui font appel au principe de l'égalité. Alors, c'est un usage du principe de l'égalité un petit peu différent dans les deux cas. C'est la raison pour laquelle, dans les deux cas, on le voit un peu de manière un peu différente, ici dans 5 à 7 et puis dans 8 à 11. Alors, dans 5 à 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de l'égalité est en réalité au cœur du droit ou de la liberté qui est reconnu. D'accord? Donc là, c'est un peu particulier. L'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit en effet que toute détention doit se faire sur la base d'une loi. Donc toute détention de tout individu doit être légale, c'est-à-dire qu'elle doit reposer sur une loi et il doit y avoir des décisions qui ont été rendues pour justifier cette détention. L'article 6, c'est le droit au procès équitable, dans lequel, là aussi, des exigences de légalité sont prévues, puisque le tribunal doit être établi en fonction d'une loi. Et l'article 7, c'est la même chose, puisque là, le principe de l'égalité se retrouve au cœur du dispositif, c'est la légalité en matière pénale. Donc, je reprends un petit peu ici. Vous avez le principe de l'égalité dans l'article 5, c'est-à-dire l'exigence que toute forme de détention soit toujours basée sur une loi et sur des décisions qui peuvent être contestées. Ça, c'est le principe de l'égalité dans l'article 5. Principe de l'égalité dans l'article 6, et donc là, c'est l'idée que le tribunal procès équitable, le tribunal qui intervient dans le cadre d'un procès doit également être fondé sur une loi. Et puis l'article 7, pas de peine sans loi. Donc là, le principe de l'égalité qui est au cœur du dispositif de l'article 7. Donc ici, vous avez trois dispositions qui situent le principe de l'égalité au cœur de l'objet du droit, de l'objet même du droit, et qui renvoient au droit national. Les articles 8 à 11 de la Convention,
Là, c'est un petit peu différent, puisque là, dans les articles 8 à 11 de la Convention, l'exigence de légalité intervient dans l'analyse des restrictions aux droits et libertés, et l'exigence de légalité est établie comme étant la première condition pour qu'une restriction passe le test de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, voilà donc pour l'exigence de légalité qui est un petit peu différente. Je vais vous donner 2 exemples. Le principe de légalité veut qu'on ne puisse arrêter une personne que sur la base d'une loi et d'un titre de détention valable, contrôlé ensuite par un juge, article 5. De l'autre côté, par exemple, les restrictions dans le droit à la vie privée, et familiale, ces restrictions, elles ne peuvent être établies que si elles sont prévues par la loi. Donc, il faut que l'ingérence dans la vie privée soit établie sur la base d'une loi. Donc, vous avez, vous voyez, ici, un principe de légalité qui intervient dans 2 types de droits et libertés de la Convention. Donc voilà pour les 2 portes d'entrée vers le principe de légalité. Alors j'ai reçu plusieurs questions sur le chapitre par rapport à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de légalité, et je vais commencer par rapport aux articles 5, 6 et 7 de la Convention. Premier arrêt très important, fort commenté dans le chapitre, c'est l'arrêt Merabishvili contre Géorgie. De quoi s'agit-il dans cette affaire? Il s'agit des circonstances suivantes. Vous avez un ancien Premier ministre qui est arrêté et qui est détenu de manière provisoire par les forces de police et puis par les forces de police. Et puis ensuite, il y a toute une procédure, une enquête qui se lance à son encontre. Alors, à l'origine, dans l'affaire Merabishvili contre Géorgie, à l'origine, donc je suis à la page 118 du syllabus, à l'origine, on dit bien à M. Merabishvili qu'il s'agit d'enquêter sur la question de savoir s'il n'a pas commis certaines infractions pénales. Donc on lui reproche certaines infractions pénales. Ensuite, M. Merabishvili est détenu pendant un certain laps de temps. Et là, dans l'affaire, une question était tout à fait centrale. C'était la question de savoir si la loi qui avait autorisé la détention de Merabishvili, donc c'est-à-dire la loi sur laquelle les autorités se fondaient pour le détenir, eh bien, si il suffisait qu'il existe une loi ou si cette loi devait avoir certaines qualités. C'est-à-dire la question posée dans Merabishvili contre Géorgie et qui se pose devant la Grande Chambre, c'est la question de savoir si il suffit qu'il y ait une loi pour justifier la détention d'une personne ou si cette loi doit avoir certaines qualités. Et là, dans cette affaire, la Grande Chambre précise, donc dans le cadre de l'article 5, qu'il faut que la loi ait certaines qualités. En d'autres termes, la Grande Chambre dit ceci: il ne faut pas seulement qu'il y ait une loi, mais il faut en plus que la loi soit accessible, prévisible et prévisible. Et accessible, précise et prévisible dans son application. Donc ici, la Cour européenne des droits de l'homme, dans l'arrêt Merabishvili, rappelle non seulement l'exigence de base légale en droit interne, mais de qualité de la loi dans le cadre de l'article 5 de la Convention et d'un cas très particulier, la détention d'un Premier ministre. Alors, en fait, quel était l'objectif poursuivi par cette détention? En fait, les autorités géorgiennes étaient un petit peu fourbes parce qu'elles ne voulaient pas spécialement rechercher si M. Merabishvili avait commis des infractions, mais elles voulaient surtout obtenir, via sa détention, des informations sur d'autres aspects, sur d'autres crimes, d'autres questions, d'autres affaires. Et la Grande Chambre dit la détention, dès lors qu'elle n'était plus basée uniquement sur la recherche d'infractions pénales chez M. Merabishvili et que la loi n'était pas très claire sur la question de savoir si on pouvait se fonder sur d'autres infractions pour maintenir la détention, eh bien, il y avait un problème de légalité. Donc voilà un cas qui revient à plusieurs endroits dans le chapitre sur la légalité dans le cadre de l'article 5.
Un autre cas, c'est l'affaire CR contre Royaume-Uni, si je ne m'abuse. CR contre Royaume-Uni. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un époux qui se retrouve condamné par une juridiction anglaise pour viol conjugal. Et alors, cette personne, cet homme, se plaint devant la Cour européenne des droits de l'homme d'une violation de l'article 7 de la Convention. Alors, que nous dit l'article 7 de la Convention? On en a déjà parlé, mais ce que nous dit l'article 7, c'est pas de peine sans loi, pas de poursuite pénale, pas de procès, pas de condamnation s'il n'y a pas de loi, ce qui va avec non-rétroactivité des peines. Alors, dans l'affaire CR contre Royaume-Uni, était donc centrale la question de savoir si monsieur CR pouvait, ses initiales évidemment, pouvait être reconnu comme étant coupable de viol sur son épouse, alors qu'au moment des faits, il n'était pas tout à fait clair que l'infraction pénale de viol s'appliquait également dans les rapports entre époux. Alors là, c'est très intéressant parce que la Cour considère que l'article 7 est un élément fondamental de la Convention et qu'il faut l'appliquer de manière relativement stricte. Donc la Cour n'est pas du tout laxiste par rapport à ceci. Donc elle dit que l'article 7 protège les personnes qui sont poursuivies d'une application rétroactive de la loi pénale, mais elle nous dit ensuite, ça c'est important dans le syllabus, elle dit, je suis à la page 119 du syllabus, la Cour dit ceci, elle dit « La Convention postule que l'infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve cependant remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir de la lecture du libellé de la disposition pertinente, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale. » Et ici, elle nous dit, la loi, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, ça n'est pas seulement la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement anglais, c'est aussi l'ensemble des jugements rendus par les juridictions anglaises. Ici, eh bien, la question était de savoir si la disposition du Parlement anglais combinée à la jurisprudence suffisait pour que M. CR se doute qu'il allait faire l'objet de poursuites pénales s'il violait son épouse. Et à ce sujet, la Cour estime que, bien entendu, le libellé d'une disposition pénale doit être le plus clair et précis possible, mais, nous dit-elle, je suis toujours à la page 119 du syllabus, il faudra, nous dit la Cour, toujours élucider les points douteux et s'adapter au changement de situation. Donc, il va falloir adapter quand même le dispositif législatif au changement de situation. Alors, elle nous dit, et ça c'est très important, on ne saurait donc interpréter l'article 7, nous dit la Cour européenne des droits de l'homme, comme proscrivant la clarification graduelle de la responsabilité pénale par l'interprétation judiciaire d'une affaire à l'autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et raisonnablement prévisible. Donc, elle nous dit, si l'article 7 représente un élément essentiel aux yeux de la Cour, il faut néanmoins qu'il puisse faire l'objet d'une application progressive. Et en l'état d'espèce, la Cour dit, ici, dans le cas d'une personne qui brandit l'article 7 parce que le viol entre époux n'était pas formellement inclus dans la définition du viol, mais il devait quelque part pouvoir s'attendre à ce que cette infraction pénale puisse parfois évoluer avec le temps et que les juges chargés de l'application de la loi pénale fassent évoluer la notion elle-même. Donc voilà pour une affaire, l'affaire CR contre Royaume-Uni. Alors donc un autre point important par rapport à l'article 7 que nous avions déjà vu ensemble, c'est par rapport à l'affaire Strelets et autres contre Allemagne. Vous vous souvenez que dans cette affaire, Strelets et autres contre Allemagne, la Cour a, si vous voulez, analyse l'article 7 par rapport à la situation dans laquelle elle va considérer qu'un État n'est plus tout à fait un État de droit. Ce qui a de très important à souligner dans cette affaire, vous vous souvenez, c'est la situation dans laquelle des
des dirigeants des gardes-frontières avaient donné l'ordre de tirer sur des civils qui tentaient de s'échapper, de franchir le rideau de fer. Et donc, dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme était appelée à se demander si la légalité en matière pénale ne protégeait pas ces personnes qui avaient donné l'ordre de tirer, dans ce sens qu'elle les protégeait de poursuites, alors qu'à l'époque, ce n'était pas une infraction pénale. Et là, la Cour européenne des droits de l'homme, à ce passage fameux, elle dit « La pratique de la RDA, qui a vidé de sa substance la législation sur laquelle elle était censée se fonder et qui était imposée à tous les organes de l'État, y compris ses organes judiciaires, ne saurait être qualifiée de droit au sens de l'article 7 de la Convention. » Donc ici, la Cour nous dit que il y a, si vous voulez, pour que l'on puisse retenir le qualificatif de droit, de règle de droit dans l'article 7, il faut que, de manière générale, l'ordre juridique dans lequel cette règle se trouve puisse être qualifié d'état de droit. Et donc ici, elle nous dit, puisque les dignitaires de la RDA n'avaient pas respecté de manière flagrante la notion d'état de droit, ils ne peuvent pas se prévaloir de l'article 7. Donc voilà pour une autre affaire qui est montée, qui est établie qui est analysée dans le cadre du chapitre relatif à la légalité. Alors, une question centrale qui est analysée à la page 120 et suivante, une question tout à fait centrale lorsque la Cour européenne des droits de l'homme est amenée à se pencher sur la question de la légalité, c'est la question de savoir si elle peut constituer ce qu'on appelle une quatrième instance. Je m'explique. Dans son analyse de la légalité, certains États n'ont pas hésité, notamment le Royaume-Uni dans l'affaire Malone, que l'on reverra dans la suite du cours. Certains États ont dit « Ah mais attention, dans votre analyse de la question de savoir s'il existe une loi en droit interne, et si cette loi est bien claire, précise, accessible, prévisible, vous ne pouvez pas devenir une espèce de super cour constitutionnelle de tous les pays du Conseil de l'Europe en allant contrôler si les dispositions qui sont adoptées par les États respectent bien le droit interne. » Je ne sais pas si c'est bien compris, mais donc je vais bien réexpliquer ce point qui est très important. Donc, le contrôle de l'égalité par la Cour européenne des droits de l'homme, si on y va à fond les ballons, ça pourrait vouloir dire que la Cour européenne des droits de l'homme peut contrôler si toutes les mesures prises par les autorités nationales respectent bien le droit interne. Et donc, si vous voulez, ça revient presque à dire, dans une certaine mesure, que la Cour européenne des droits de l'homme fonctionne presque comme une cour constitutionnelle, super cour constitutionnelle. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la quatrième instance. Après les juridictions de fond, les juridictions qui sont juste au-dessus, les juridictions d'appel, les juridictions cour constitutionnelle, après il existerait la Cour européenne des droits de l'homme, qui serait un espèce de super juge de la légalité. Et ça, évidemment, ça a fait très peur à un ensemble d'États, d'où cette espèce d'idée que la Cour européenne des droits de l'homme ne peut pas contrôler systématiquement la légalité d'un point de vue interne. C'est très débattu cette idée de savoir si la Cour européenne des droits de l'homme peut contrôler activement le respect du droit national. Certains estiment qu'il faut donner ce pouvoir à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire il faut prendre au sérieux les États et donc les faire respecter les lois qu'ils adoptent eux-mêmes. D'autres estiment que c'est aller trop loin que de donner ce pouvoir à la Cour européenne des droits de l'homme, que de l'autoriser à contrôler tout le respect du droit national par les autorités nationales dès que ça touche plus ou moins à la question, au droit de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, on va faire maintenant une petite pause de 5 petites minutes. Et simplement, durant cette petite pause de 5 petites minutes, je vous invite à vous demander si la Cour européenne des droits de l'homme, par rapport aux pages du syllabus que vous deviez lire, donc pages 121, 122, 123 et 124, on lancera un petit WooClap sur ce point. Mais est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme, où est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme se situe par rapport à cette idée de quatrième instance? Est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme accepte
de contrôler le droit national et est-ce qu'elle accepte de le faire dans tous les cas ou est-ce que, à la lecture des pages 121 jusqu'à 125 du syllabus, vous voyez des différences, des cas dans lesquels la Cour va plus loin dans le contrôle du droit national et des cas dans lesquels elle va un petit peu moins loin. Donc maintenant, nous allons donc faire une petite pause durant laquelle vous allez relire attentivement ces pages que vous aviez déjà relues, mais en essayant d'identifier les cas dans lesquels la Cour va plus loin ou pas dans le contrôle du respect par un acte national du droit national. Et on fera un petit bouclap où je vais essayer de trouver un petit chat pour ensuite répondre à ces questions. Donc on se voit dans... Je vous propose de reprendre à 17h10, une fois que nous aurons tous bien lu et bien soufflé. On reprend donc à 17h10 le cours sur cette question.
ce qui vont Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez?
Plus sur le lien qui ne fonctionne plus. Voilà, les aléas de la technique. Mais on va reprendre donc directement sur le Teams. Je vais envoyer un message. Je ne sais pas si vous l'avez tous déjà reçu. Donc, il s'agirait donc maintenant de rejoindre la réunion. Je ne vois pas combien d'étudiants sont déjà connectés. C'est vrai que ce serait plus facile d'avoir un... Je ne sais pas si vous entendez correctement. Je vois que les étudiants sont en train de se connecter. Donc, il y a également... Je ne sais pas si... Est-ce que vous entendez correctement? Ok. On vous entend. Parfait, c'est parfait. Est-ce que vous avez reçu le lien vers le WooClap? Oui. Oui, on l'a reçu. Ok, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Alors, donc... Oula, il y a un petit bruit un peu... Voilà, ok. Ce que je vous propose, c'est peut-être... je ne sais pas si vous avez un moyen, parce que donc, je suis désolée, hein, c'est expérimental ici, là. Je pense qu'il vaut mieux passer par Teams que par le lien vers le live event, là, qui est quand même assez compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc reprendre le cours en répondant maintenant, via le WooClap, à une série de questions sur des lectures complémentaires et sur des cas pratiques. Et donc, ce que vous pouvez faire d'ores et déjà, c'est essayer de vous connecter donc, au WooClap, que je vais prendre ici. Et... Ça avait vraiment repris. Pardon? Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Oui. On va attendre que l'ensemble des étudiants aient compris qu'il fallait se connecter ici. Voilà, ah oui, ici, effectivement, du coup, c'est pas mal parce que ici, il y a je sais activer le chat, donc je sais avoir je sais avoir des commentaires en live, sinon de l'autre côté, on se sent quand même un peu seul. Voilà, donc, je vois que les étudiants se réunissent. Est-ce que, donc il faut que, je crois qu'il faut que vous coupiez votre micro et on va donc passer aux exercices sur le WooClap. Est-ce que tout le monde est bien connecté? Si jamais, je ne sais pas si vous avez des groupes Facebook ou quoi pour prévenir les étudiants qu'il faut donc passer ici en réunion Teams. Donc, je ne sais pas si vous avez réussi à rejoindre le groupe. Je vois que j'ai des commentaires par rapport à ça. Voilà, alors, je vois qu'il y a des commentaires sur le Moodle.
Votre micro est coupé. Vous m'entendez correctement? C'est bon. Là, oui. Ok, c'est parfait. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre la première question du WooClap et d'y répondre à partir donc des pages du syllabus que vous deviez lire. Alors, est-ce que la Cour européenne des droits de l'homme, est-ce qu'elle contrôle systématiquement la légalité des mesures du point de vue du droit national, donc c'est-à-dire, est-ce qu'elle vérifie systématiquement la légalité et la constitutionnalité des mesures du point de vue du droit national? Alors là, je vais peut-être attendre que vous ayez tous répondu, mais donc c'est bien c'est une des questions cruciales évidemment posées par le principe de l'égalité, cette question-là. Et on voit que pas mal d'étudiants ont manifestement compris la référence au systématique. Donc, je vous laisse encore peut-être 2 petites minutes. Mais donc, voilà. Donc, ce que l'on peut dire par rapport à cette première question, donc si la question est posée à l'examen, par exemple, c'est qu'on peut dire que dans tous les cas, il est certain, donc 58% des étudiants, c'est tout à fait correct, puisqu'effectivement, la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque la Convention se réfère au droit national, et selon la Cour, pour reprendre ces termes, l'incorpore, lorsque la Convention donc, se réfère et incorpore la question de la légalité du point de vue national à la question du respect de la Convention, donc lorsque la Convention se réfère au respect du droit national. On ne vous entend de nouveau plus. Est-ce que vous m'entendez là? Vous entendez? Oui. Ok. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque... Oui, en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me désactive. Moi, je ne sais pas très bien ce qui se passe, mais bref, c'est un peu complexe. Donc, lorsque, effectivement, la Convention se réfère explicitement au droit national, donc à la légalité de la mesure du point de vue du droit national, effectivement, eh bien, on trouve dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme un contrôle presque systématique de la mesure du point de vue du droit national. Donc, elle dit à chaque fois ceci, il dit à chaque fois qu'elle laisse aux tribunaux internes le soin de vérifier la légalité de la mesure du point de vue national, mais qu'elle contrôle néanmoins elle contrôle le contrôle, si on peut dire, puisque la Convention s'y réfère, puisque la Convention se réfère à la légalité du point de vue national. Alors c'est particulièrement vrai, ceci est particulièrement vrai dans le cadre de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 6 et 7, puisque là, comme je disais au On vous entend plus. l'égalité, donc puisque dans le cadre de ces dispositions, l'exigence de l'égalité, elle est vraiment centrale dans la Convention. Alors, on va retourner à cet arrêt Merabishvili, où là, elle va effectivement, elle va un petit peu prendre un peu de distance par rapport à ce contrôle de l'égalité et se référer un peu à l'appréciation des autorités nationales. Et là, c'est un arrêt qui a été très commenté négativement, puisque c'est un arrêt dans lequel la Cour revient un peu sur ce principe de contrôle de la légalité du point de vue national par la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, dans cet arrêt, Merabishvili, on a déjà également commenté, dont on a déjà parlé dans la première partie du cours. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la Cour se réfère à l'article 18 de la Convention. Et l'article 18 de la Convention trouvait particulièrement ici à s'appliquer. Alors là, il faut peut-être effectivement compléter le syllabus, ou en tout cas bien comprendre l'idée qu'il y a derrière le syllabus. L'article 18 de la Convention, il dit ceci. Il dit que les restrictions qui sont opérées dans les droits et libertés qui sont protégés par la Convention européenne des droits de l'homme doivent poursuivre le but pour lequel elles sont établies.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas prendre un prétexte et puis en fait en réalité faire autre chose. Et donc il faut absolument respecter le but qui était poursuivi par la restriction. Je vais vous donner un exemple très parlant dans le contexte actuel. Il ne faudrait pas que, sous le prétexte de lutter contre la crise sanitaire, un gouvernement un peu foufou prenne des mesures totales de restriction des droits, par exemple de restriction de la vie privée, de restriction de la communication des données personnelles, comme ça, sans raison, sans lien avec le but affiché des mesures. Or, dans l'affaire Merabishvili, c'était un petit peu la situation d'espèce, puisque en l'espèce, les autorités géorgiennes détenaient M. Merabishvili, mais pour un fondement qui n'était pas le fondement réel, qui était en fait un prétexte qui servait à le détenir à d'autres fins. Et là, on est un petit peu peut-être un petit peu déçu par cet arrêt, puisque le risque ici, parce que la Grande Chambre va admettre que les autorités pouvaient poursuivre une pluralité de buts, en ce compris des buts non déclarés par les autorités. Et donc là, c'est un peu triste. Enfin, ici, évidemment, c'est un peu triste, puisque c'est un peu inquiétant. Ça renvoie comme message aux autorités publiques qu'on peut se contenter d'un contrôle, d'une légalité de façade. On peut donc très bien... par exemple, retenir en détention quelqu'un sur le prétexte d'une enquête pénale sur des infractions qu'il aurait commises, et puis en fait, à l'occasion de sa détention, eh bien, poursuivre cet objectif-là, mais en poursuivre d'autres également, comme par exemple obtenir des informations sur tel ou tel dissident politique. Là, effectivement, c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu... dangereux. D'ailleurs, vous avez une opinion séparée du juge Serguides qui dit qu'il faut faire attention à ce type de raisonnement et qu'il faut au maximum que la Cour européenne des droits de l'homme prenne au sérieux la légalité affichée et que si, en réalité, la mesure s'écarte de cette légalité affichée, eh bien, la Cour, selon ce juge dissident, doit sanctionner l'écart. Et donc, j'avais une question d'une étudiante par rapport à cet article 18. L'article 18, c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment de dire... Lorsque vous restreignez les droits de la Convention, eh bien, vous devez le faire en fonction d'un but que vous affichez, mais vous devez respecter ce but et vous ne devez pas restreindre les droits de la Convention pour autre chose. Alors, est-ce que vous avez bien compris à la fois la réponse au WUCLAP et cette petite excursus sur Merabishvili? Oui. On va passer alors à la suite. Oui, j'avais une autre question, j'y suis dans les questions par rapport à Merabishvili, par rapport à l'adage Yura Novit Kouria. C'est une expression que vous trouvez à la page 123 du syllabus. Qu'est-ce que ça veut dire Yura Novit Kouria? Ça veut dire que la Cour connaît le droit. La Cour connaît le droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle connaît le droit, elle connaît aussi le droit national. La Cour connaît le droit, elle connaît aussi le droit national. Et donc, ça veut dire qu'elle peut... C'est un adage qui vient, si vous voulez, soutenir l'idée que la Cour européenne des droits de l'homme devrait pouvoir faire un contrôle de la légalité du point de vue interne, puisqu'elle connaît le droit, en ce compris le droit national, et que donc elle peut du coup opérer un contrôle du droit d'un point de vue interne. Alors, une série d'étudiants au WUCLAP ont répondu en disant que la Cour vérifie systématiquement les mesures. C'est pas tout à fait faux dans le cadre de 5 à 7, mais par contre, ce n'est pas tout à fait exact dans le cadre des autres droits où la Cour est parfois moins claire sur quand est-ce qu'elle vérifie systématiquement la légalité d'un point de vue national et d'un point de vue national et dans lequel elle tient en compte ceci. Alors, voilà, donc je vais peut-être reprendre ici les explications parce que j'ai des messages d'étudiants qui me disent que ça va trop vite, donc je vais calmer l'explication. Mais je répète aux étudiants que l'idée ici de ce cours, c'est bien que vous lisiez bien à l'avance les pages du syllabus et que je réponds aux questions qui se posent par rapport à ces pages en posant des questions plus précises et en allant sur des points de matière plus compliqués. Et donc, je reprends simplement ici sur Yura Novit Kouria, l'expression qui est située à la page 123 du syllabus,
L'idée, c'est donc, je réexplique, que la Cour connaît le droit et donc, dès lors, elle connaît également le droit national et donc, elle peut se permettre de contrôler la légalité des mesures du point de vue du droit national, vérifier si la mesure est correcte d'un point de vue national. Alors, pour exemplifier ça, dans le syllabus, je vous parle de l'arrêt Big Brother Watch du 13 septembre 2018. Et alors, je vais vous appliquer ce principe dans cet arrêt. De quoi s'agit-il dans cet arrêt? Il s'agit d'interférences dans la protection des données personnelles. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, le droit anglais permet à ce moment-là, le droit anglais permet de transférer un certain nombre de données vers des services de renseignement, notamment des services de renseignement étrangers. Donc, le droit anglais, dans Big Brother Watch, autorise des transferts de données importants, notamment vers des services de renseignement étrangers. Alors, il s'agit des métadonnées, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du contenu du message, mais il s'agit de toutes les autres données, donc l'heure, la date, celui qui envoie le message, celui vers qui le message va être envoyé, etc. Donc, les métadonnées sont dans la législation anglaise en vigueur, elles sont conservées et elles sont même transférées à des services de renseignement étrangers. Une question centrale dans cette affaire qui concerne l'article 8 de la Convention, une question centrale, c'est la question de savoir si la loi, en l'occurrence, si l'ingérence dans le droit à la vie privée est bien prévue par la loi. Alors, pourquoi? Parce que, d'abord, la loi anglaise n'est pas extrêmement claire, premièrement, et deuxièmement, parce que la loi anglaise, donc elle n'est pas extrêmement claire, premièrement, deuxièmement, parce que cette loi anglaise n'est pas conforme au droit européen. Dans l'arrêt Big Brother Watch, la Cour européenne des droits de l'homme, va indiquer elle va donc considérer que les ingérences dans la vie privée, qui sont, donc je suis à la page 124 du syllabus et suivant, en l'espèce, ces ingérences ne sont pas fondées sur une loi, au sens que le fondement de ces captations des métadonnées, le fondement de la captation des métadonnées, il n'est pas clair et en plus de cela, il est contraire au droit de l'Union européenne. Et donc, dans ce cadre-là, la Cour estime que le Royaume-Uni n'a pas respecté l'article 8 de la Convention parce que les ingérences qui étaient prévues dans la vie privée n'étaient pas fondées sur une loi suffisamment précise et ne respectaient pas le droit de l'Union européenne, donc elles étaient illégales du point de vue national. Ces ingérences étaient illégales du point de vue du droit national. Et donc, il n'y avait pas de loi valide pour justifier les ingérences dans la vie privée. Donc, le raisonnement de la Cour, pas de loi suffisamment précise. En plus de ça, l'ingérence ne respecte pas les directives européennes, égale pas de loi valide, c'est-à-dire que la mesure n'est pas fondée sur une disposition légale et donc il n'y a pas de loi au sens de la Convention européenne des droits de l'homme. Ici donc, c'est le contrôle de l'existence de la loi. Dans les pages 125, 126 et suivants,
c'est le contrôle jusqu'à 129, c'est le contrôle des qualités de la loi. Donc non seulement il faut une loi pour avoir des ingérences dans les droits et libertés, mais en plus de cela, il faut une loi qui réponde à certaines qualités, qui réponde à certaines exigences. Quelles sont ces exigences? L'accessibilité. Il faut que la loi soit publique, en principe en tout cas, il faut que la loi soit publique, que la règle qui établit l'ingérence soit publique, soit accessible. Deuxièmement, la loi doit être prévisible, c'est-à-dire qu'il faut que le citoyen puisse connaître les conséquences de son comportement. Donc, deuxièmement, la loi doit être prévisible. Alors, ça change selon les contextes. Dans le contexte du renseignement, l'exigence de prévisibilité est évidemment moins importante que dans d'autres contextes, page 127 du syllabus. Troisième qualité de la loi, toute loi qui implique des ingérences pour les droits et libertés doit établir des contrôles juridictionnels. Troisième qualité de la loi, donc, des contrôles juridictionnels. Quatrième qualité de la loi doit être non rétroactive. On ne peut pas appliquer à des faits qui se passent maintenant, des lois, donc à des faits anciens, des lois qui sont adoptées aujourd'hui ou dans le futur. Donc non rétroactivité. Cinquième qualité de la loi, la généralité. On ne peut pas, en principe, par une loi, adopter des dispositions individuelles. Donc la loi doit avoir un certain caractère de généralité, avec toute une discussion qu'il y a parfois dans certains arrêts, comme dans l'arrêt Baca contre Hongrie, dans lequel se posait la question de savoir si la loi, en l'occurrence, était générale, alors qu'en réalité, elle ne visait qu'un petit nombre de juges que l'on voulait mettre à la retraite. Donc la généralité de la loi, c'est la cinquième qualité que doit recouvrir la loi. Je vous laisse donc au syllabus pour plus que vous deviez lire pour aujourd'hui, pour plus de détails par rapport à ces qualités de la loi. Et je vous propose de passer maintenant aux questions suivantes du WooClap que nous allons donc résoudre dans les 20 minutes ensemble qui nous restent. Et donc, je vous propose de relancer le WooClap et d'essayer de répondre à ces questions qui sont établies dans le WooClap. Alors, la question suivante, dans les deux affaires que vous deviez lire aujourd'hui, donc une affaire qui concernait l'aide juridique et l'autre affaire qui concernait l'infraction d'incitation au terrorisme, est-ce que vous considérez que le contrôle qui est opéré par la Cour constitutionnelle est un contrôle strict? Ou est-ce qu'il s'agit davantage, selon vous, d'un contrôle plutôt lâche de l'égalité, donc c'est-à-dire d'exigence d'une loi? Alors effectivement, je voulais vous rappeler, et là c'est très très important, donc c'est vraiment une question cruciale pour l'examen, c'est que maintenant donc, nous basculons dans le WooClap sur des questions qui portent sur la Cour constitutionnelle. Il est très important, encadrez-le en rouge, de bien voir la différence entre l'exigence de l'égalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l'homme et l'exigence de l'égalité dans le droit de la Constitution belge. Dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, la légalité, c'est une base légale, claire, précise, accessible, générale, non rétroactive, mais ça n'est pas forcément un acte adopté par un Parlement. Je vous réexplique ce point qui est dans le syllabus, mais je me permets d'insister. Pourquoi? Parce que vous avez des pays comme le Royaume-Uni qui n'ont pas
dans lesquelles le juge est créateur de la loi. Tandis que en droit constitutionnel belge, la loi, c'est la loi adoptée, l'exigence de légalité renvoie à l'adoption d'une règle législative, c'est-à-dire d'une règle qui est adoptée par le pouvoir législatif. Grande différence. Cour européenne des droits de l'homme, la loi, c'est n'importe quelle disposition, tant qu'elle existe, qu'il y a une base légale en droit interne, mais ça peut être la jurisprudence, mais ça doit être clair, précis, prévisible, non rétroactif, général. En droit belge, la légalité, c'est l'intervention d'un Parlement, l'intervention du pouvoir législatif. Voilà donc une petite différence, une grosse différence entre l'exigence de légalité, ce qu'on appelle d'un point de vue matériel, du point de vue de la Cour européenne des droits de l'homme, et l'exigence de légalité d'un point de vue formel, du point de vue de la Cour constitutionnelle de la Constitution belge. Formel, ça veut dire il faut que ce soit le pouvoir législatif. Mais c'est ce qu'on va voir après, c'est que ce point de vue formel, parfois, du coup, on est peut-être moins exigeant sur certaines caractéristiques matérielles de la loi. Tandis que la Cour européenne des droits de l'homme, du point de vue matériel, a tendance à bien vérifier. Donc, conception matérielle de la loi, Cour européenne des droits de l'homme, conception formelle, Cour constitutionnelle, Constitution belge. Alors, donc, prenons ensemble le WCLAP. Donc ici, je vous laisse peut-être 5 minutes pour que vous répondiez à la suite du WCLAP. Et je ne vais pas me déconnecter parce que j'ai trop peur de ce que ça donne. Voilà, et je vais répondre aux questions qui se posent. Ok. Ok, on me dit qu'il n'y a pas de proposition. Effectivement, il y a eu un petit souci de projection. Bon, on va considérer que c'est 50-50. Donc, effectivement, dans les deux affaires que vous deviez lire, ces deux affaires de la Cour constitutionnelle, ce que l'on voit tant dans l'affaire que je vous ai demandé de lire sur la définition de l'infraction terroriste, d'incitation au terrorisme, que dans l'affaire relative à la définition des moyens d'existence par le gouvernement. Donc, il s'agissait dans ces deux affaires de cas un petit peu différents, délégation au gouvernement pour la définition des moyens d'existence pour accéder à l'aide juridique, et dans l'autre cas, définition par le juge du concept d'incitation au terrorisme, de risque terroriste. Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle n'opère pas un contrôle extrêmement strict de la légalité. D'accord? Donc, dans les deux affaires que je vous ai demandé de lire, eh bien, la Cour constitutionnelle est plutôt souple sur l'appréciation de la légalité, admettant pour l'infraction terroriste que le juge puisse avoir son mot à dire, et de l'autre côté, que le gouvernement puisse définir une des conditions d'accès à l'aide juridique. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, affaire Brick Brother Watch, on l'a déjà vu. Alors, voilà ici, je suis donc à la question lisez les B7.1 et B7.2 de l'arrêt 77-2018. Quelles sont les conditions identifiées par la Cour pour qu'une habilitation au roi respecte le principe de légalité? Donc, ici, dans l'arrêt sur l'aide juridique numéro 77-2018, il y a des conditions qui sont posées par la Cour pour que l'habilitation qui est faite par le législateur au roi en la matière respecte
le principe de l'égalité. Et ce qui aurait été intéressant, c'est que vous m'indiquiez si vous arrivez à retrouver les conditions que la Cour identifie pour qu'une telle habilitation respecte le principe de l'égalité. Je vous laisse peut-être 5 petites minutes pour réfléchir. Je ne sais pas si vous voyez où je suis dans le voclap. Donc, on est donc dans l'arrêt qui est déposé sur votre Moodle, l'arrêt sur l'aide juridique B7.1 et B7.2. Et donc, je prends en compte donc, les réponses qui me sont arrivées. Et donc, dans cette affaire, donc, de quoi s'agissait-il? Le législateur, qui veut régler la question de l'aide juridique, renvoie au roi, c'est-à-dire au gouvernement fédéral, la définition des conditions d'accès à l'aide juridique. Et ici, dans le paragraphe B7.1 et B7.2, vous voyez que il y a deux choses, il y a deux principes qui ressortent de ces deux paragraphes. Le premier principe, c'est que selon la Cour constitutionnelle, le législateur a, je reprends ces mots, suffisamment déterminé l'objet de la délégation conférée au roi. Donc, premier principe qui se déduit, donc c'est tout à fait correct, ceux qui ont répondu, effectivement, donc l'ensemble des étudiants ont tout à fait raison. C'est-à-dire qu'effectivement, le premier principe qui se dégage de cette affaire, c'est que la nécessité, enfin c'est que l'objet de la mesure est bien défini dans la loi qui habilite le roi à agir et que de la sorte, eh bien, on a déterminé l'objet de la délégation conférée au roi. Deuxième élément que les étudiants ont bien identifié sur le voclap, c'est que certaines considérations, comme par exemple la technicité de la matière, la diversité des situations que la Cour identifie au B7.1, peuvent justifier que eh bien, le roi soit habilité à venir préciser la loi, c'est-à-dire qu'on lui délègue certaines compétences de précision de la loi. Et donc la Cour constitutionnelle, au B7.2, va conclure qu'en l'espèce, les dispositions attaquées ne violent pas le principe de l'égalité contenu dans l'article 23 de la Constitution. Pourtant, il y avait pas mal de débats sur cette question. Alors, j'avais prévu également comme autre question, mais vu le temps qui court, on n'aura pas le temps, mais au B10.2 de cet arrêt que vous deviez lire également, B10.2, on rappelle le principe essentiel, c'est-à-dire que le législateur, pour que
on respecte le principe de l'égalité, le législateur doit fixer lui-même les éléments essentiels de la réglementation qui l'autorise à adopter. Et en l'espèce, et ces éléments doivent être déterminés de manière suffisamment précise et prévisible. Donc c'est le B10.2 de l'arrêt 2018 sur l'aide juridique. Et donc la Cour considère qu'en l'espèce, eh bien, on a bien respecté cette condition. Donc en l'espèce, la Cour estime que c'est respecté. Alors maintenant, je vous demande de prendre l'arrêt relatif aux infractions terroristes et de prendre les B9 à B20, simplement pour m'indiquer dans le bouclap quel est le principe qui est au cœur des considérants B9 à B20. De l'arrêt sur les infractions terroristes. Alors, je vais essayer de partager l'écran. Alors effectivement, un étudiant a dégainé très rapidement, et c'est tout à fait exact. Le principe, effectivement, donc là les étudiants, vous avez tout à fait raison, vous avez bien identifié. Donc le principe qui est au cœur de cet arrêt sur la définition d'une nouvelle infraction terroriste qui est l'incitation à commettre un acte terroriste, eh bien effectivement le principe au cœur des arrêts des considérants B9 à B20, c'est effectivement le principe de l'égalité des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale, mais plus précisément le principe de l'égalité des peines, non-rétroactivité de la loi pénale, l'égalité des peines. Alors, toujours dans le même arrêt relatif à l'infraction terroriste, dans le bouclap, je vous demande si, au considérant B13, on peut, et si oui, dans quelle mesure, confier un pouvoir d'appréciation au juge dans le cadre du principe de l'égalité en matière pénale. Donc, est-ce que la Cour constitutionnelle admet, comme la Cour européenne des droits de l'homme, que le principe de l'égalité est respecté lorsqu'on confère au juge un pouvoir d'appréciation? Et donc, un premier étudiant, enfin, on a déjà une série d'étudiants qui participent au VUCLAP. Donc, je vous laisse 2-3 minutes de réflexion. Donc, on est toujours dans l'arrêt sur les infractions terroristes et je vous demande au considérant B13, comment est-ce que vous considérez que la Cour résout la question du pouvoir d'appréciation laissé au juge par rapport notamment à des notions qui sont parfois un petit peu floues, dont les conséquences ne sont pas toujours prévisibles, et comment la Cour, en l'espèce, réagit. Donc, effectivement, donc si j'interprète le nuage de mots qui vient de s'afficher, effectivement, la Cour accepte que l'égalité en matière pénale n'empêche pas un pouvoir d'appréciation du juge, pouvoir d'appréciation que le juge doit évidemment appliquer en respectant le cadre offert par la loi, mais pouvoir d'appréciation quand même pour évaluer la question de savoir si tel fait rentre dans le champ d'application de la loi, et notamment dans la définition des mots inciter, incitation au terrorisme. Et bien donc là, la Cour nous indique qu'elle va regarder, qu'elle accepte qu'un certain pouvoir d'appréciation soit reconnu au juge pénal, puisque c'est lui qui applique la loi à des situations concrètes, comme vous le dites, et qu'il doit pouvoir tenir compte de la diversité des faits. On ne peut pas tout fixer de manière super précise.
Alors, on va passer... l'autre question, une autre question que je voulais vous poser, c'est la question de savoir pourquoi le principe de l'égalité en matière de sécurité, et c'est la dernière question pour aujourd'hui, pourquoi est-ce que le principe de l'égalité en matière de sécurité sociale change-t-il de statut en 1994? Alors, apparemment, il y a de nouveau un problème avec le WooClap, donc je vais y répondre directement. Pourquoi est-ce qu'il change de statut en 1994? Eh bien, pour la raison suivante, et là, c'est le court extrait, donc des pages 124 à 128 de l'article de Daniel Dumont qu'il fallait lire. Et donc, pourquoi est-ce que le principe de l'égalité change de statut? Parce qu'en matière de sécurité sociale, comme l'article l'explique très bien, pendant tout un temps, il n'y a pas eu de principe de l'égalité. C'était souvent le gouvernement qui prenait des arrêtés de pouvoirs spéciaux. Tiens, la boucle est bouclée. Depuis le début du cours, on a parlé de pouvoirs spéciaux, donc on termine sur les pouvoirs spéciaux. Donc effectivement, ça a souvent été le gouvernement qui, en application de lois de pouvoirs spéciaux, a pris des arrêtés de pouvoirs spéciaux en matière de sécurité sociale. Et donc les droits sociaux et les droits en matière de travail ont longtemps été réglés par des arrêtés gouvernementaux. Et puis, en 1994, on a l'adoption de l'article 23 de la Constitution, adoption donc de l'article 23 de la Constitution, et cet article prévoit que c'est la loi, c'est le législateur qui doit adopter, qui doit garantir les droits économiques, sociaux et culturels. Donc, l'article 23 de la Constitution établit en 1994 un principe de l'égalité dans la matière des droits économiques, sociaux et culturels, puisqu'il dit le législateur garantit les droits économiques, sociaux et culturels. Malgré tout, et là de nouveau c'est un dernier signe que la Cour constitutionnelle n'est pas toujours très stricte en la matière, malgré cette réserve au législateur, malgré cette réserve à la loi, eh bien, malgré cela, on retrouve dans la jurisprudence une appréciation plutôt laxiste de l'exigence de l'égalité en matière de l'égalité en matière de droits sociaux. Donc, malgré le libellé de l'article 23, l'exigence de l'égalité en matière de droits sociaux fait l'objet d'une interprétation laxiste, et l'arrêt sur l'aide juridique est un exemple de ce type d'interprétation assez laxiste. Pourquoi? Si je résume, et j'en terminerai par là, parce que la Cour constitutionnelle dit tout à la fois la définition des moyens d'existence qui conditionne l'aide juridique, c'est un élément du droit à l'aide juridique, mais ça peut être défini par le gouvernement. Donc une appréciation plutôt laxiste du principe de l'égalité. Alors, pour demain, on en a fini avec le principe de l'égalité. Pour demain, je vous propose donc de nous retrouver directement sur Teams, donc selon cette modalité des réunions de groupe, et pas sur le live event qui est un peu plus compliqué. Comme ça, en plus, je peux suivre le chat que vous développez à côté. Et je vais par ailleurs également faire un WooClap et essayer de trouver une solution pour afficher le WooClap directement et afficher les extraits de jurisprudence que l'on analyse ensemble. Donc pour demain, ce qu'il faut lire, c'est le chapitre relatif à la proportionnalité, qui est le chapitre du syllabus, et il faut également lire certains considérants d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui est établi sur le Moodle. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, malgré les circonstances. Je suis désolée pour les petits soucis techniques qui ont émaillé cette séance. Je serai heureuse d'avoir votre feedback, et donc on se retrouve demain. Je pense que c'est à 16h, mais je vais quand même bien vérifier. 16h donc pour le cours de droit constitutionnel, partie droit et liberté, et je vous préciserai les modalités pratiques sur le Moodle. Voilà, bonne soirée tout le monde.